Bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vais essayer aujourd'hui de parler du langage, mais en relation avec les réactions à l'affaire vénézuélienne. Donc, ce qui s'est passé au Venezuela et les réactions des journalistes, des médias, des hommes politiques et des femmes politiques, bien entendu, européennes. Bienvenue donc sur ma chaîne Culture Média Algérie. Dans cette vidéo, comme je viens de vous le dire, nous allons explorer en profondeur la question du regard occidental. Je mets toujours occidental entre guillemets parce que je ne considère pas que l'Occident serait une totalité, mais c'est un ensemble pluriel, avec ses contradictions, comme d'ailleurs ce qu'on appelle communément l'Orient. Même pour cette question du Venezuela, il y a plusieurs positions, plusieurs points de vue, même dans les pays occidentaux, malgré euh, donc la presse, tout cela. Nous allons donc explorer la question du regard occidental sur l'autre, un regard qui n'est jamais neutre, bien entendu, qui est toujours le lieu d'articulation de plusieurs logiques discursives, de marques historiques et mémorielles et qui suggère une lecture unilatérale de l'autre. Ce regard ancré dans le quotidien porte et produit l'histoire, mais aussi une lecture subjective. Toute lecture est déterminée par la formation du locuteur, par la prégnance des différentes formations discursives et par leur interprétation, sans oublier les différents imaginaires, notamment dominants. Tout discours est traversé par d'autres discours en action ou en latence qui contribuent à sa formation. Les stéréotypes et les clichés en circulation, les conflits historiques nourrissant les imaginaires et les rapports entre les peuples participent à la mise en œuvre du regard et du jugement porté sur l'autre. Le dominé est ainsi un éternel barbare. Le regard porté sur les Arabes, les Africains et les Latino-Américains, même les Chinois d'ailleurs, reste travaillé par une histoire trop controversée, marquée par le discours euh, religieux, racial, entre guillemets, latent ou explicite. On se souvient de la fameuse croisade de Bush, des déclarations de Trump, de Berlusconi ou de certains hommes politiques et journalistes européens et américains. Silvio Berlusconi, alors président du Conseil italien, reprenant les préjugés de Gobineau, avait déclaré le plus sérieusement du monde. Voilà ce qu'il avait dit. Nous devrions être conscients de la supériorité de notre civilisation, un système de valeurs qui a apporté à tous les pays qui l'ont adopté une large prospérité, qui garantit le respect des droits de l'homme et des libertés religieuses, comme si la colonisation pouvait garantir les droits humains. Ce propos, malgré les nuances qu'on pourrait lui apporter, illustre les graves glissements sémantiques qui investissent le langage politique et idéologique dominant. Dans le discours dit occidental, le puissant, le dominateur, met en œuvre des présupposés, juge le dominé et le somme d'obéir à ses injonctions. Sinon, il est déclaré inapte à diriger un pays. L'ancien colonisateur s'arroge
consciemment ou inconsciemment, tous les droits pour décider du comportement à tenir par l'ancien colonisé. Souvent, de nombreux gouvernants des pays du Sud ont mal de légitimité, font le dos rond et tentent de satisfaire les attentes du colonisateur. Le blanc reste toujours ainsi la référence. Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, deux chercheurs français très connus, expliquent: si l'on devait décrire le citoyen universel idéal, le neutre est un homme blanc des classes moyennes et supérieures. C'est ce blanc qui décide du système politique et du comportement personnel à suivre, d'où l'usage d'un discours fait d'impératifs. Ce constat fait par Blanchard et Bancel, à partir de travaux extrêmement sérieux, nous incite à revisiter encore davantage cette idée de bipolarité. L'Occident n'est pas une totalité hermétique, mais un ensemble traversé par des contradictions, encore marquées par les stigmates d'une idéologie chrétienne profondément ancrée dans l'imaginaire européen. Le conflit israélo-palestinien, la situation en Irak, les attaques continues contre un certain nombre de pays arabes, la Syrie, la Libye, la montée des pouvoirs de gauche en Amérique latine et l'islamophobie ambiante caractérisent ce discours occidental, entre guillemets occidental, trop marqué par des comportements arrogants et des situations intenables de conflit. Les thèses de Samuel Huntington, l'auteur du texte Le choc des civilisations, ou de Bernard Lewis, sérieusement combattu par le chercheur et le spécialiste de littérature comparée Edward Said, privilégie l'idée de conflit des civilisations et conforte un discours colonial trop empreint d'occidentcentrisme. Ce discours considère que toute réforme, tout comportement et toute attitude devrait être façonnée par l'Occident, qui fonctionne comme un véritable empire. Les dossiers arabes, par exemple, sont pris en charge par les Américains, comme si les dominés étaient congénitalement incapables de gérer leurs affaires. Le puissant, Europe et États-Unis, élaborent des critères permettant de désigner le bon dominé, celui qui adhère à une sorte de pacte pour se voir admettre dans le cercle des nations fréquentables. Le regard est manichéen, caractérisé par la fabrication du bon et du méchant, diabolisé et négativement présenté. La machine médiatique et l'appareil intellectuel participent activement à cette entreprise impériale qui fabrique le regard porté sur l'autre, éternellement perçu comme étrange et barbare. Ce travail entrepris par les appareils médiatiques et intellectuels dominants a pour fonction d'inculquer dans l'esprit du dominant ou de l'ancien colonisé le sentiment d'infériorité et de lui faire admettre sa domination et la supériorité des valeurs européennes qui souvent ne lui sont pas appliquées par le dominant. Ce rapport de domination travaille les relations nord-sud. La grande partie des pouvoirs d'État arabes et africains en conflit latent ou ouvert avec leur société contribuent grandement à la reproduction de ce discours parce qu'ils estiment que leur maintien dépend exclusivement du bon vouloir des puissances occidentales. Ils n'ont pas tort. Tous
parlent aujourd'hui à l'unisson de démocratie, alors que les mêmes oligarchies gouvernent toujours. La démocratie est instrumentée dans le sens du bâillonnement des voix autonomes s'inscrivant dans une perspective néolibérale et illibérale et excluant toute participation des populations à la prise de décision. Il a fallu de fortes pressions américaines pour que les cheikhs du pétrole et les autres se mettent pour satisfaire les demandes occidentales à pérorer le discours démocratique. Tout se fait dans les pays arabes et africains, ou du moins d'une grande partie de ces pays, en fonction des attentes de l'Occident, entre guillemets, qui ferme souvent les yeux sur les graves atteintes aux libertés dans certains pays. Les droits de l'homme sont utilisés comme un espace de légitimation du discours occidental et des intérêts européens et américains. L'Europe et les États-Unis ferment les yeux sur les atteintes aux libertés en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe, fomentent des coups d'État en Afrique, en Amérique latine, provoquent des guerres civiles en Irak, en Syrie ou en Libye, déstabilisant le Moyen-Orient et détruisant les institutions étatiques. Bush voulait mettre en application les idées de Fukuyama sur la fin de l'histoire en tentant d'étendre par l'usage de la force la démocratie et les pratiques néolibérales. Francis Fukuyama, dont l'idée centrale s'articule autour de la domination du monde par la démocratie libérale, semble se tromper sérieusement sur l'analyse des résultats du monde marqué par une extrême complexité. Et pourtant, malgré la déliquescence de l'Union soviétique et l'apparition d'un système unipolaire, l'émergence de nouveaux pôles comme l'Inde, la Chine et la Russie imposent d'autres structures langagières et de nouvelles pratiques discursives. Ces nouveaux acteurs contestent la poussée impérialiste qui a fini par discréditer l'idée même de démocratie libérale et de communauté internationale. La disparition de certaines dictatures en Amérique latine, au Portugal, en Espagne, en Grèce et ailleurs, n'a nullement provoqué un engouement pour la démocratie libérale. Bien au contraire, elle est assimilée à une entreprise impériale, ce qui a suscité la mise en œuvre de blocs de résistance comme les BRICS et de discours alternatifs. Ainsi, le centre et la périphérie, pour reprendre Semiramin, sont institutionnalisés. Le centre Europe et États-Unis intériorise l'idée d'infériorité du Sud global, sommé de rester dans une posture de coloniser ou de dominer. Dans l'imaginaire européen, le dominé demeure inférieur à l'état sauvage, incapable de construire une pensée cohérente. La question des migrants a permis de libérer le racisme primaire de nombreuses populations européennes. Les morts en mer ne comptent pas, ni pour les pays d'accueil, ni pour ceux d'origine. La montée de l'extrême droite en Europe et l'élection de Trump ne sont pas des surprises, elles sont le produit d'un discours investissant l'imaginaire occidental depuis des siècles. Edward Said l'explique. Les cultures les plus avancées ont rarement proposé à l'individu autre chose que l'impérialisme, le racisme et l'ethnocentrisme pour ses rapports avec des cultures autres. Je ferme les guillemets. Même Marx et Engels, dans leur premier texte, ont produit une image trop europiocentriste, analysant à l'aune des grilles occidentales une société algérienne et étrangère. Engels écrivait des peuples qui n'ont jamais eu leur propre histoire, qui passent sous la domination étrangère à partir du moment où ils accèdent au stade le plus primitif
est le plus barbare de la civilisation, ou qui ne parviennent à ce premier stade que contraints et forcés par un joug étranger, n'ont aucune viabilité. Marx, lui, parlait de l'Algérie en des termes essentialistes. Il changer quelque temps après. Les Arabes, dit-il, sont des nomades, fidèles aux traditions de leurs ancêtres et hostiles à la civilisation. Le mot civilisation est là dans la bouche de Karl Marx. Engels, lui, écrivait: la conquête de l'Algérie est un fait propice au progrès de la civilisation. Encore une fois, le mot civilisation est employé par Engels. Il continue: si l'on peut regretter que la liberté ait été détruite, nous ne devons pas oublier que ces mêmes Bédouins sont un peuple de voleurs. Après tout, le bourgeois moderne, avec la civilisation, l'industrie, l'ordre et les lumières entre guillemets qu'il apporte, tout de même, est préférable au seigneur féodal ou au pillard de grands chemins et à l'état barbare de la société à laquelle ils appartiennent. Ces propos, truffés de clichés et de stéréotypes, montrent à quel point même les penseurs critiques de l'Europe du XIXe siècle pouvaient reproduire les schémas coloniaux, légitimant la domination au nom du progrès. Ce n'est qu'à partir des années 1860 que Karl Marx commence à rompre avec cette vision européo-centrée. Ces derniers textes constituent une dénonciation directe des méfaits du colonialisme, saisissant les rapports de domination impérialiste et mettant en lumière la violence structurelle de l'expansion européenne. Mais cette évolution tardive ne suffit pas à effacer l'ambiguïté de ces premières positions qui s'expliquent par l'influence des orientalistes et par la force d'un imaginaire binaire opposant civilisation qui serait européenne et la barbarie qui serait entre guillemets orientale, nord-africaine, latino-américaine, irlandaise, indienne, etc. Cette hypertrophie du moi occidental, occidental entre guillemets, investit sérieusement le discours, neutralisant et nanisant toutes les autres cultures perçues comme peu dignes, anhistoriques. Le discours de Marx et d'Engels, dans ses premières formulations, justifie la colonisation tout en tolérant les massacres commis par les puissances occupantes en Inde ou en Afrique du Nord. Marx pouvait écrire: l'Angleterre a une double mission à remplir en Inde, l'une destructrice, l'autre régénératrice, l'annihilation de la vieille société asiatique et la pose des fondements matériels de la société occidentale en Asie. Ce type de formulation illustre la manière dont le langage, même chez les critiques du capitalisme, pouvait servir à légitimer l'impérialisme. La poursuite pour génocide d'Israël par la Cour internationale de justice et les mandats d'arrêt demandés par la Cour pénale internationale contre des dirigeants israéliens ont surpris énormément de monde. Ces décisions ont mis en colère les responsables israéliens et américains qui cherchent à faire pression sur les membres de ces institutions en les menaçant ouvertement de sanctions. Le droit devait rester passif quand il s'agissait d'espaces occidentaux, mais il devient actif et implacable lorsqu'il s'agit de se juger les dominés. Frantz Fanon, dans l'an 5 de la Révolution algérienne, avait déjà écrit ce type de situation. Le peuple européen qui torture est un peuple déchu
C'est ce qu'écrit Frantz Fanon, traître à son histoire. Le peuple sous-développé qui torture assure sa nature, fait son travail de peuple sous-développé. Je ferme les guillemets. Fanon souligne l'exigence paradoxale imposée aux dominés, prouver sa transparence et sa pureté, alors que l'Occident s'autorise toutes les violences. Il faut s'entendre sur une chose. Malgré certains traits constants et invariables, l'Occident, entre guillemets, n'est pas une totalité homogène. Il est traversé par des courants divers, comme le Sud global d'ailleurs. Mais c'est le regard totalisant et intégriste qui rend presque impossible toute relation normale entre les deux univers, tout conflit, ou plutôt entre plusieurs univers. Il n'y a pas que deux. Il n'y a pas que moi et l'autre. Moi et les autres plutôt. Tout conflit, tout problème est accentué parce qu'il est marqué par des contingences historiques, sociologiques et religieuses et par des imaginaires façonnés par l'inconscient colonial. Même le savoir dans ces conditions est instrumentalisé, favorisant le regard du centre et dévalorisant les lieux de l'altérité. L'autre est vécu comme étrange, étranger et barbare. L'ethnologie et l'anthropologie, apparues à l'aune de la colonisation et de la prétendue supériorité occidentale, restent suspectes. Le discours ethnocentriste est souvent intériorisé par les élites et les universitaires des pays dominés qui le reproduisent dans leurs travaux en évitant de l'interroger tout en reprenant ses grilles et ses jugements. Ils reproduisent souvent de manière inconsciente une sorte de racisme ambiant et latent. Les références exclusivement occidentales et l'usage de grilles opératoires dans les sociétés d'origine peuvent être inefficaces et non opératoires dans l'analyse des sociétés dominées africaines, arabes, latino-américaines, etc. Ainsi, on se retrouve prisonnier d'un regard qui dévalorise nos propres sociétés. Pourtant, il existe de vrais chercheurs et penseurs qui partent du terrain, donnant à lire d'autres discours marqués par des jeux complexes du réel, Foucault, Deleuze, Derrida, Weber, mais aussi Laroui, Tizini, Mehdi Amel, Harkoun et bien d'autres. Le chercheur des pays dominés devrait contrebalancer le discours occidental en déconstruisant l'appareillage conceptuel dominant, mettre en œuvre de nouvelles instances épistémologiques, éviter le face-à-face contre-productif entre ce qu'on appelle communément Occident et Orient ou Sud global. Un certain nombre d'auteurs arabes et africains comme Taïb Tizini, Mahmoud Amin al-Alam, Hossein Mrawa, Mahdi Amel, Mohamed Akoun, tentent justement d'aller dans ce sens, redéfinissant les contours conceptuels et proposant une lecture du monde qui évite le parallélisme des formes. Depuis la colonisation, nous assistons à une grande opération d'occidentalisation négatrice de toutes les valeurs des autres cultures qui s'accentue tragiquement avec la disparition de l'Union soviétique. La question de l'altérité est au centre de tout le débat culturel dans les pays anciennement colonisés. C'est à travers l'autre que l'on façonne notre manière de faire et de construire les espaces de représentation. La colonisation française et les relations avec le Meshriq ont fasciné, par exemple, les élites arabes, trop séduites par la culture européenne et l'imitation servile de ces formes de représentation. Abdullah al-Aroui explique dans l'idéologie arabe contemporaine, son ouvrage maître,
que les Arabes pensent toujours leur histoire en fonction de l'Occident et que l'occidentalisation est irréversible. Ainsi, penser le moi, c'est penser l'autre, le rendre présent dans toutes nos activités et nos représentations. L'Occident parcourt le discours culturel qui prétend rejeter la parole de l'autre, la colonisation évacuant toute possibilité d'expression nationale fut à l'origine de la redécouverte de la représentation culturelle de l'Occident et de l'altérité. Si au début, les autochtones rejetèrent la culture de l'autre, quelques décennies après, sous la pression de la colonisation et des contacts avec les lettrés du Mechraq, par exemple pour les pays arabes, séduits par les formes culturelles européennes, ils furent obligés de l'admettre. L'Occident et l'Orient, entre guillemets pour les deux, Occident et Orient, se regardent comme des chiens de faïence, se fabriquant une vision intégriste, tentant de façonner l'autre à son image. Heureusement qu'à l'intérieur de ces deux ensembles, il y a des femmes et des hommes de parole, de liberté et aussi ouverts à une autre manière et façon de construire et de voir le monde. Et c'est là que se joue la révolution du langage. Le langage n'est pas neutre, il construit, il domine, il exclut, mais il peut aussi libérer. C'est extrêmement important et c'est ce qui nous fait penser finalement à la tempête de William Shakespeare. Cette relation entre Caliban et Prospero. Le Sud global, en s'appropriant ce langage, tente de briser les chaînes de l'occidentalisation et de redonner naissance à l'homme, aujourd'hui effacé par la finance et la technologie. La révolution du langage est en marche. Elle est peut-être la seule voie pour réinventer l'homme et l'humanité. Merci d'avoir suivi cette longue réflexion sur Culture Média Algérie. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires pour prolonger le débat. Ensemble, continuons à réfléchir, à interroger les discours, à déconstruire les stéréotypes et à ouvrir des espaces de pensée critique, tout en restant ouverts les uns aux autres, que ce soit dans ce qu'on appelle l'Occident ou l'Orient, entre guillemets également, ou le Sud global, et éviter les situations de conflit et de conflictualité. À très bientôt pour une nouvelle rencontre intellectuelle et culturelle. Salutations chaleureuses de Culture, Média, Algérie, encore une fois. Merci de votre écoute.